Bienvenue au ministère de l'Économie et des Finances, bienvenue à ce colloque co-organisé par l'Axiel et par la DGE. Axiel, Alliance électronique, on a un grand nombre d'adhérents présents dans la salle, mais pas uniquement. D'ailleurs, les sociétés qui sont intéressées sont par définition, je suppose, des adhérents potentiels. Nous sommes partis en fait de syndicats qui étaient indépendants, le CITELESC, et qui était le syndicat des tubes électroniques et des semi-conducteurs. Donc on était en plein dans les composants actifs. Et puis il y avait un autre syndicat qui s'appelait le GICSEL, qui s'occupait aussi de composants, mais là de composants passifs. Et puis on s'est dit avec Jean-Pierre Quémard, donc, qui était le président du côté GICSEL, et je présidais le CITELESC, que ça serait quand même assez logique que les composants travaillent ensemble. Et donc on a proposé un rapprochement du GICSEL et du CITELESC qui a donné lieu à la création de Axiel, tout simplement. Et on a discuté l'an dernier en particulier avec deux autres syndicats qui sont représentés par un certain nombre d'adhérents ici aussi. Le CIMTEC, qui est le syndicat du test et la mesure, et puis le GFIE, qui est le syndicat des fournisseurs d'équipements pour l'industrie électronique. Et c'est ainsi qu'au début de cette année, Axiel Alliance électronique, donc élargissement à 4 syndicats, a vu le jour. Pourquoi la DGE nous a demandé d'organiser finalement cette conférence? C'est parce qu'on a un même objectif, donc structurer la filière européenne, montrer que la France est largement présente, qu'elle a des atouts, qu'elle exploite de la production industrielle en France, et pas simplement une activité de conception avec de la fabrication quelque part en Asie, réinternaliser finalement en France une activité de production, faire en sorte de structurer au niveau des écosystèmes locaux, faire en sorte de se brancher avec les autres écosystèmes européens, de manière à faire développer et perdurer cette filière de l'électronique en France et partant de France en Europe. Les objectifs effectivement de la DGE, c'est de promouvoir, et de favoriser la compétitivité et l'innovation dans les entreprises, de la création d'emplois, la création de valeur sur le territoire. Et en ce sens, nos objectifs sont complètement convergents avec ceux d'Axiel. Les enjeux, je pense que vous les avez à peu près tous en tête, mais on voit que la concurrence internationale est féroce. Les gros pays, nos gros concurrents se dotent chacun de stratégies, alors de stratégies d'aide, de stratégies de développement qui prennent des formes différentes entre le monde anglo-saxon, le monde asiatique, le cas particulier de la Chine qui a des ambitions très claires et soutenues à très haut niveau politique. Tout ça, c'est le contexte de compétition dans lequel nous devons nous placer. L'action d'Axiel nous paraît structurante puisque c'est un des cadres dans lesquels vous pouvez vous rencontrer, échanger, partager des problématiques. Gérard Matron a évoqué la formation. Enfin, il y a pas mal de sujets qui sont transverses et même si vous êtes concurrents par ailleurs, il y a des intérêts communs pour lesquels il est vraiment important de travailler ensemble. Et nous, au niveau de la DGE, on se fait fort d'en faire le relais au niveau des autres ministères qui peuvent être concernés. D'autres cadres, également je pense aux pôles de compétitivité, enfin tous les écosystèmes d'innovation et les actions qui sont faites dans les pôles de compétitivité. Je pourrais en citer quelques-unes. Nous avons, d'ailleurs il y aura une intervention tout à l'heure, Minalogic, qui travaille de façon étroite avec ses adhérents et qui lance des initiatives telles que les journées d'innovation ouvertes. Je pense à des plateformes par exemple qui peuvent être déployés par le pôle SCS pour mettre en moyen des communs d'expérimentation, des moyens d'expérimentation, de tests, à la fois pour travailler ensemble et pour travailler avec ses clients. Donc toutes ces initiatives nous paraissent structurantes et aller dans le sens que nous souhaitons pour être collectivement les mieux armés possibles face à cette concurrence qui est tout à fait féroce. 5 technoclés ont été cités, je pense que ça mérite d'être retenu. La nanoélectronique, le calcul intensif, l'intelligence artificielle, le logiciel, notamment libre, et la cybersécurité. Une volonté de rapprocher les écosystèmes PME, start-up, avec des fonds privés européens d'1 milliard d'euros pour aider les entreprises à faire du passage à l'échelle. Quelles sont ces fameuses perspectives et tendances du marché français de l'électronique? On vous écoute. Je suis également président du club semi-conducteur au sein d'Axiel, et c'est à ce titre aujourd'hui que j'interviens. L'offre globale fournie maintenant par l'ensemble des membres de notre syndicat, des composants actifs venant du CITELESC, les composants passifs, les composants électromécaniques et d'interconnexion qui étaient à l'origine couverts par le GICSEL. On retrouve les sous-systèmes et capteurs qui sont également dans cette mouvance GICSEL, le test et la mesure qui viennent du CIMTEC et les équipements et services du GFIE. Aujourd'hui, c'est une première et on a mis à profit ces derniers mois donc, pour essayer de constituer un baromètre qui pourra à l'avenir être la référence sur le marché français de l'évolution du marché électronique. L'enjeu était donc d'essayer de bâtir un indice global qui, normalisé, permettait de mettre en perspective l'évolution de ces différents secteurs. Voilà les fameux indices que vous découvrez sur cette
courbe. Les 3 premiers indices, circuits imprimés, semi-conducteurs et équipements, qui sont directement liés à la production d'électronique en France, ont l'air quand même d'évoluer un petit peu dans le même sens. Le secteur des équipements et services suit de façon un petit peu moins visible la même pente. Les tests et mesures, là, on est clairement sur une activité qui est plutôt drivée par la recherche et le développement. Donc vous voyez qu'il y a une certaine stabilité. On n'a pas exactement les mêmes niveaux d'évolution que sur les 3 premiers secteurs. Il y a un dynamisme certain en termes de R&D en France. On s'est tous un peu désespérés de voir délocaliser la production manufacturière. Un point important qu'il faut qu'on souligne, que Gérard Matron a abordé tout à l'heure, c'est l'éducation et la recherche. On a trop tendance à capituler trop vite en tournant la page et en considérant que ce n'est plus la peine d'investir dans l'éducation puisqu'on a perdu la bataille. Non, il faut maintenir un investissement fort en termes d'éducation. Et l'éducation, ça veut dire l'électronique au sens large et pas simplement un secteur qui est le secteur du numérique qui aujourd'hui a l'air d'éblouir tout le monde. L'électronique, c'est aussi de l'analogique, c'est aussi des équipements. Et pour ça, on a besoin d'une éducation et d'un secteur complet. J'ai entamé avec un projet de petite entreprise qui avait pris sa décision de relocaliser. Ça a peut-être été simple pour elle, parce qu'ils ne sont pas tellement nombreux à décider. Bon, vous avez aussi des clients grands comptes, hein, et donc là, on aurait pu présenter d'autres exemples, parce qu'on en connaît d'autres, mais on en a trouvé un avec EDF qui a pris cette décision de faire développer le SOI et de le faire fabriquer chez vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu? Nateo aussi, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Yves, le retour aussi du choix vers la France. Nateo a un gros concurrent qui est suisse, et donc forcément fabriquer des produits en Chine face à un concurrent qui est suisse, bon, il y a un problème d'image, un problème de côté premium. Donc c'était un des points qui a penché dans la balance de ramener la production, en tout cas site français. Problème de qualité, de fiabilité. Un dernier point aussi, quand on met des produits comme le Nateo, ça prend de la place, on va plutôt faire venir ça par bateau. C'est entre 6 à 8 semaines. Il est très clair qu'en général, ça se passe qu'on paye 30 à 50%, voire plus des produits dès la commande. Donc vous imaginez que vous immobilisez quand même des sommes assez conséquentes. C'est aussi un des points pour Nateo, ne pas avoir à supporter cette immobilisation financière de par le transport, le temps de transport. Voilà les 3 critères aussi qui ont aidé Nateo à prendre leur décision. Effectivement, une analyse du cycle de vie qui a été faite sur le produit. Il faut savoir que 70% de la fabrication est purement Pays de la Loire. SOI, c'est un produit, c'est une nouvelle filiale d'EDF qui a été montée récemment. Donc c'est un produit entièrement made in France, de sa conception, de sa fabrication, sa logistique, etc. jusqu'au SAV. Oui, ça montre qu'aujourd'hui, même les grands groupes n'ont pas forcément la volonté aujourd'hui de partir à l'étranger pour fabriquer leurs propres produits. Donc je vais essayer de représenter et de présenter Bodycap, dont on va parler. Je vais aussi vous présenter d'autres produits développés par le groupe Lacroix et donner d'autres exemples, plutôt sous l'angle du partage de bonnes pratiques pour réussir à conserver des produits. On a plutôt eu la réflexion avec Jean-Yves en zone Europe. Donc nous verrez qu'on est présent en France et en Allemagne. Par des bonnes pratiques, par une bonne connexion de l'ingénierie avec l'industriel, on peut garder des productions en France ou en Allemagne. Et si en plus maintenant on a le support de la DGE, ce que j'ai entendu en introduction, c'est merveilleux. Bodycap est une start-up française qui a été créée en 2011. Leur objectif, c'était de fournir des solutions innovantes, hein, comme vous le voyez sur le slide, qui permettait en premier lieu au monde des tests en laboratoire de mieux capter la température sur les animaux. Et l'objectif à terme, c'est de projeter cette fonction sur l'humain. Une vraie expertise sur une fonction qu'on appelle le DFX, qui ne va peut-être pas vous parler, c'est le Design for Excellence, on aime bien les acronymes anglais, l'industrialisation produit avancé, pour parler français. Comment on optimise le passage entre le cycle de développement et le cycle de production. Et si vous savez mettre l'effort à ce moment-là, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous optimisez les chances de fabriquer le plus proche possible de là où vous avez développé votre produit. On pense à un vrai sens, un vrai avenir pour de la production en Europe. On est là dans du médical professionnel. En ce qui nous concerne, on travaille depuis l'Allemagne, depuis la France pour Bodycap, en tant que client, mais aussi en tant que fournisseur. On sait utiliser aussi leurs compétences. Le challenge ici, c'était de tout faire sur un seul et même produit.
et d'accompagner le client dans sa logique de design to cost. Là, on va parler des marchés de volume qui sont réellement présents en France et on a des gens compétents pour ça. Donc. Je vais essayer de répondre à la question de comment faire de la production en grand volume ou très grand volume en France. À partir de 100 000 pièces par an à 1 million, c'est du grand volume. Comment on le fait? On le fait en ayant un outil industriel très évolué. C'est-à-dire on a 10 lignes de report automatique toutes neuves, enfin dernier cri, quand je dis toutes neuves, qui ont moins de 2 ans d'ancienneté. Donc un fort investissement industriel qui a 2 avantages. Un, eh ben, on peut faire des produits en moins de 30 secondes parce que c'est des machines ultra sophistiquées et hyper rapides. Le sujet, c'est la France. Mais je ne suis pas hors sujet. En fait, on construit une usine au Mexique pour pouvoir capter tous ces productions qui sont transverses et pour pouvoir redonner du travail en France, dans nos usines françaises, et pouvoir faire ces produits qui sont conçus de façon à être fabriqués sur les 3 continents. Alors, on ne pouvait pas tous les inviter ici. On a effectivement, parmi les gens présents, 2-3 des plus grosses entreprises françaises en fabrication. Mais il y a une somme importante aussi d'entreprises de taille moyenne ou petite qui fabriquent et de façon très compétitive. Alors, Jérôme aura la tâche de les défendre un petit peu. De dire que notre carte, elle est produite en France et on a la chance d'avoir un premier appel d'offres là auquel on est en train de répondre. Et on est embêté parce que c'est 10 000 cartes. Voilà. Et Systech nous dit on va y réfléchir parce que c'est plus notre domaine à la limite. Mais ils sont encore là pour nous aider et on va faire du prototype et on va continuer à travailler avec eux sur du prototype et on verra après pour la grande production. On verra, il y a peut-être des gens ici dans la salle qui vont être intéressés, je ne sais pas, on en discutera. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire ça et on est vraiment l'archétype de la petite société. Donc relocaliser, bien entendu, on l'a fait puisqu'on est resté en France. On a fabriqué notre démonstrateur, on a fait toute l'ingénierie et toute la R&D ici, parce qu'on n'avait rien trouvé ailleurs. Ensuite, vas-y, tu peux, voilà. C'était extrêmement complexe parce que c'est donc un nouveau système d'exploitation. Et donc là, quand on dit nouveau système d'exploitation, c'est pas une phrase en l'air. Il y a absolument 0 ligne d'open source ou de quoi que ce soit de code informatique qui vienne d'ailleurs. On a tout écrit et codé nous-mêmes depuis 14 ans. Tout nous appartient à 100%. Et pour information, parce que c'est la cerise sur le gâteau, ce système d'exploitation pèse 512 kilooctets et fait 80 000 lignes de code. Il tient donc dans la carte SIM d'un téléphone portable. Et aujourd'hui, on est capable de dire que notre carte, elle est produite en France. Donc relocaliser, bien entendu, on l'a fait puisqu'on est resté en France. On a fabriqué notre démonstrateur, on a fait toute l'ingénierie et toute la R&D ici. Donc nous, on adresse surtout des équipes clients qui sont des équipes clients R&D, qui ont besoin de gagner en vitesse, qui ont des dizaines d'ingénieurs qui sont en train d'attendre. Et il leur faut de la réactivité et bien sûr une très forte qualité. On essaye toujours d'être les plus rapides, puisque c'est le paramètre clé pour le lancement des nouveaux produits. On s'étonne beaucoup parfois du langage de délocalisation de certains de nos clients qui doivent produire 200 cartes et qui nous disent « Ah, 200 cartes, c'est quasiment de la grande série », puisque pour eux c'est important, hein, c'est de la grande série, il faut qu'on la fasse en Chine. Bon, donc on prend notre bâton de pèlerin et on essaye de leur dire attention, c'est peut-être pas tout à fait de la grande série. Je reprends le message de mes confrères. On est le premier employeur de l'IUT de Chartres, Systech. Il va y avoir une pénurie en techniciens, une pénurie en formation électronique. Donc je pense que là, l'État a un vrai rôle de pousser cette dynamique et de bien faire comprendre aux jeunes qu'il y a vraiment encore beaucoup d'avenir dans l'électronique en France. On a 3 marchés qui sont en très forte croissance, le médical, l'automobile, le véhicule connecté, la voiture connectée et les objets connectés. Alors j'ai pas mal de bonnes nouvelles pour vous. C'est que l'automobile va bien, est en forte croissance. Et très bonne nouvelle en ce qui nous concerne ici, plus de 85% de ces produits ont un contenu électronique important. Alors pourquoi cette croissance? Il y a en fait 3 révolutions simultanées et finalement indissociables qui concernent l'automobile. Alors la première, qui est évidente, c'est l'électrification du groupe motopropulseur. Donc la traction était finalement la dernière fonction à ne plus être électrifiée ou électronique dans la voiture. La deuxième révolution, qui est vraiment très très profonde, donc c'est le véhicule autonome connecté. Donc chez Valeo, on appelle ça intuitif parce qu'en plus il doit être simple à utiliser. Et puis une évolution sociétale dont on aurait bien besoin aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle mobilité. Première opportunité absolument extraordinaire,
c'est donc l'électrification du groupe motopropulseur. Vous voyez que dans le temps, les bons vieux moteurs thermiques sont progressivement remplacés par des motorisations à dominante électrique et très différentes. Alors très différentes en termes de puissance, en termes de tension, en termes d'usage. Maintenant, il va falloir faire 2 ppm, et maintenant on parle en ppb, j'en profite pour le dire, en partie par milliard. Il va falloir garder ce niveau de qualité avec des plus petits volumes. Donc ça, c'est vraiment une opportunité, mais un changement drastique, et qui est extrêmement ouvert aux révolutions et aux évolutions technologiques. Et là, il y a un champ infini de passifs, d'actifs, de circuits, etc. C'est vraiment extrêmement ouvert. Et Valeo est très très fier d'être le leader, grâce notamment à un programme qui a été à l'époque aidé par l'État, le Prédit, la DESI, et ensuite la DGE. Donc là, il y a tout un champ d'électronique de puissance qui s'ouvre. Deuxième grande tendance, c'est le véhicule autonome. On en parle beaucoup. Là, il y a finalement deux sujets différents. Il y a l'approche traditionnelle des constructeurs qui va vers ce véhicule de plus en plus autonome, donc sur le périphérique, sur l'autoroute, etc. Et puis, il y a une autre approche qui est celle des robotaxis. On remplace les 110 000 taxis de New York par 9 000 robotaxis. On diminue par 2 le coût, on divise par 10 les accidents à New York, et évidemment l'empreinte écologique est très simplifiée puisqu'il y a beaucoup moins de véhicules qui stationnent dans les rues et il y a beaucoup moins d'embouteillages. On cherche de la réactivité, on cherche des solutions techniques, hein, on cherche ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept. On travaille sur du silicium, donc avec des technologies semi-conducteurs. Hein. Donc il est vrai qu'on ne peut pas avoir une réactivité du jour au lendemain. On l'a à partir du moment où on prévoit et on innove en avance de phase. Cette période et cette prise de risque, elle est nécessaire, elle existe dans nos métiers, on vit avec et on se développe avec. Et c'est un des axes où, et partenariat et support de la DGE ou d'autres de l'Europe sont nécessaires et utiles pour nous. Les marchés que nous, on voit sur nos technologies qu'on développe, c'est des marchés où on apporte une valeur ajoutée, en fait. Et au niveau technologique, je pense que c'est un point très important, que ce soit pour une PME ou autre, de développer, de chercher et de trouver sa valeur ajoutée pour les marchés que l'on vise. On parle d'objets connectés, vous l'avez mentionné, les objets connectés pour le B2C, donc pour les consommateurs, c'est ce qu'on voit au CES, c'est ce qu'on utilise chez nous, tout un chacun, les montres connectées, les smartphones, etc. Et puis il y a tout ce qui concerne les entreprises. Et les opportunités, elles sont plus là. Un chiffre qui est intéressant d'un point de vue opérateur, les opérateurs classiques, ils vendaient de ce qu'on appelait à l'époque du M2M, machine to machine, donc on faisait connecter des machines, et ils utilisaient du GSM classique. Les estimations aujourd'hui, c'est qu'en 2019, donc dans même pas 3 ans, les connectivités pour les objets connectés hors GSM vont dépasser le GSM. Les opportunités pour nos amis PME, c'est quoi? Optimisation des processus, nouveaux services qu'ils peuvent offrir à leurs clients. Think global, act local. On commence par se dire que de toute façon, il faut penser global, peut-être au début européen, parce que dans les objets connectés, il y a une notion de réglementation qui est différente selon les zones géographiques, mais en même temps, d'aller chercher des opportunités locales pour vérifier que ça marche et après déployer d'une manière globale. Je voulais simplement souligner que la France représente entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires et on fait quand même 80% de notre recherche en France. Donc la recherche française s'exporte. Le crédit d'impôt recherche, c'est vraiment ce qui fait que nous sommes encore en France. Nous, on va être plus dans l'innovation, aller partout. Donc, il faut s'enrichir de toutes les idées qui peuvent venir, soit de secteurs d'activité qu'on ne connaît pas, soit de partenaires dans l'électronique ou dans les secteurs d'activité qui vont se dire moi, j'ai un marché, je vois un marché venir, en sachant que juste 80% des usages ne sont pas encore connus. WeNetwork, c'est donc un cluster qui regroupe ces industriels. C'est aussi un centre d'expertise, c'est-à-dire qu'on aide, on est expert Captronic en fait, puisque le programme Captronic a été présenté tout à l'heure. On aide ces industriels à mettre de l'intelligence dans leurs produits ou dans leurs procédés, à trouver des industriels locaux de proximité qui vont pouvoir les aider dans leurs projets d'innovation. Pourquoi Pléiade? On a 2 missions en fait dans WeNetwork, celle que je viens de vous présenter, et puis on a une deuxième mission, ce centre d'expertise, c'est de faire bosser cette filière électronique ensemble pour qu'elle devienne ou qu'elle conserve sa compétitivité et qu'elle la développe. C'est-à-dire qu'on soit capable
de poursuivre la roadmap technologique, d'aller de plus en plus loin en matière de procédés de production, en matière de recherche sur les procédés de production, pour s'assurer que cette production électronique, non seulement là on la conserve, mais même on la développe. Cette plateforme Pléiade, parce qu'effectivement ensemble on va plus loin, mais l'enjeu de Pléiade, c'est qu'ensemble on parte et qu'on aille quand même aussi assez vite. Donc on a monté finalement une structure très flexible qui consiste à mettre à la fois des donneurs d'ordre qui ont des roadmaps, qui ont des besoins d'évolution technologique, et des sous-traitants entre eux, de toute taille, des ETI ou des PME, parce que si le truc il est fermé uniquement pour des grands acteurs, il ne se développera jamais. Donc quelque chose de très flexible. Vous voyez, c'est vraiment une dynamique, et le système il est ouvert. Hein. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un consortium fermé, c'est un consortium qui est ouvert. Les PME peuvent y aller, les ETI peuvent y aller, on attend d'autres donneurs d'ordre également, et l'idée c'est que collectivement, finalement, on prépare la capacité industrielle qui nous permettra de servir les besoins des utilisateurs demain et saisir toutes les opportunités du marché des objets connectés et faire surtout en sorte, je termine là-dessus, que finalement toute cette émergence qu'on voit de nouveaux marchés, les startups françaises qui font la fierté du pays au CES de Las Vegas, ça se traduise en emploi et en emploi industriel en France, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la capacité de la filière industrielle, on la maîtrise, on l'a, il suffit de l'activer, et ça passe aussi par de la coopération entre concurrents. C'est quoi notre mission en fait? C'est de fédérer et d'animer un écosystème d'acteurs de l'innovation autour, ça c'est les missions des pôles en général, hein, autour de la thématique qui nous est confiée. Donc en ce qui nous concerne, c'est les technologies du numérique, à la fois la partie hardware et la partie software. Voilà, donc par rapport à cette mission, quel est finalement, on a des offres de services bien sûr pour nos adhérents innovants qui sont à la fois des startups, des PME, des ETI, des grands groupes et des laboratoires de recherche. Oui. Voilà, donc nous on est là pour agiter tout ça et essayer de favoriser. Animer le réseau, Voilà. Et du coup, quand on a effectivement un certain nombre d'offres de services, soit sur les aspects R&D, générer de nouvelles idées. Gérard a parlé tout à l'heure du FDSOI, c'est un bel exemple d'innovation disruptive qui a pu naître parce qu'il y avait une collaboration entre des acteurs. On peut citer des exemples plutôt business, de mise en relation entre des grands groupes, entre des PME. On peut également citer ce qu'on peut faire à l'international. Je vous le citais tout à l'heure, on emmène donc une quarantaine de startups innovantes au CES de Las Vegas. On y sera donc dans 2 semaines maintenant. Et voilà. Mais tout ça, ça n'est possible que effectivement grâce à une chose. En fait, quand on y réfléchit, le cœur du cœur, c'est le réseau. Mais la réalité, c'est que l'innovation concrète, la collaboration qui va permettre d'aller plus loin, elle se fait parce que les gens se rencontrent. Je rebondis tout de suite sur ce que disait Isabelle Guillaume au sujet du réseau. Pour dire que d'abord, au niveau isérois, comme l'Ouest a su le montrer tout à l'heure, on est complètement aligné au niveau des messages, et c'est important. Et qu'en fait, on n'a pas créé un écosystème, on a dynamisé un écosystème existant. Pour moi, l'écosystème, c'est finalement un triptyque entre la formation, les universités, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche, qu'ils soient universitaires ou des grands établissements publics comme le CEA Leti, dont on bénéficie depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Juste à côté, en plus. À Grenoble, exactement. Et puis les industriels. Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'il suffit de réunir trois sociétés, un laboratoire, et puis hop, il va y avoir des projets et des millions d'emplois. Non, c'est la relation de confiance. C'est le réseau, c'est le fait que les gens se connaissent, sont en confiance, travaillent ensemble, qui a permis finalement de faire déboucher au niveau industriel cette technologie du silicium sur isolant, qui s'appuie essentiellement au départ sur une idée, on va dire, géniale. Je ne sais pas si c'est du niveau prix Nobel, mais en tout cas, les matériaux qui ont été développés donc au CEA Leti il y a plus de 30 ans. L'écosystème, c'est ça, c'est la conjonction, encore une fois, de compétences académiques, de recherche industrielle, qui fait qu'à un moment donné, ça fonctionne. Le matériau silicium sur isolant développé par Soitec, il a trouvé une première application plutôt dans le secteur de la puissance, avant de devenir une possibilité, une alternative finalement à ce qu'on appelle la loi de Moore. Et on s'est dit, on ne peut pas être tout seul. Et puis surtout, encore une fois, même si on arrive à convaincre un client, 2 clients importants, il faut un effet boule de neige. Il faut du buzz. Il faut créer du buzz. Il fallait sécuriser donc la production du matériau. Et Soitec a fait exactement la même chose que ST Microelectronics en concédant des licences pour fabriquer du substrat dans d'autres entreprises. Nous, on a également la possibilité d'avoir des secondes sources dans d'autres entreprises. Donc là, l'écosystème, il commence réellement à prendre son amplitude, son envol. En France, on a tous les outils pour y arriver. Je crois qu'il ne faut pas faire du bashing à outrance. J'entendais mes voisins, on a nous aussi en région PACA, nous on s'appelle Orsay Physics, mais
comme le nom ne l'indique pas, on est en région PACA. Et on a aussi un pôle de compétitivité mondiale, qui est le pôle SCS. On a des plateformes de mutualisation. On a Arxis qui joue un rôle. On a vraiment beaucoup d'énergie et de synergie pour améliorer. Il n'y a pas longtemps encore, il y a un plan microélectronique qui s'est mis en place sous l'égide de la DGE et également du pôle SCS pour arriver à développer ou à dynamiser la microélectronique en région PACA. Donc je crois que les outils, ils sont là, hein, on est là, et il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour le faire. Dans la mesure où même avec des croissances organiques à 2 chiffres, avant d'atteindre des tailles critiques qui permettent d'avoir de la crédibilité sur des gros donneurs d'ordre, il nous a semblé évident de se rapprocher d'un partenaire qui avait la capacité de se pallier à ce problème-là pour nous. Mais je dirais que si vous me demandez, je pense que si vous allez me demander pourquoi ça marche, ça marche parce qu'il y a une vraie complémentarité. C'est-à-dire que les fusions, enfin ça c'est mon avis, c'est mon expérience, mon retour d'expérience, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une idée, un projet industriel pour que ça fonctionne. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie complémentarité industrielle, une vraie complémentarité technologique, et je dirais même presque une même histoire. Il se trouve qu'on a eu cette chance-là d'être engagé il y a quelques années de ça déjà dans un projet européen d'interclustering. Donc là, l'idée, c'était c'était un projet financé par l'Europe, hein, par le FP7, donc le programme avant Horizon 2020, qui réunissait 6 clusters, dont Minalogic, donc, de la microélectronique et du numérique. Mais il y avait une assez forte dimension microélectronique. Ça a vraiment bien marché. On s'est dit, on a créé un plan d'action en se disant, maintenant, on est vraiment mûr pour pouvoir cross-fertiliser entre nos écosystèmes. Et là, pas de chance, zou, le projet s'arrête, parce que c'était 3 ans. On s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Donc nous avons décidé l'an dernier, même sans financement propre, de créer une initiative qui s'appelle Silicon Europe Alliance, Silicon Europe Alliance, qui du coup, que nous avons élargi. Donc nous ne sommes plus 6, nous sommes 12 maintenant, 12 clusters du numérique, donc avec une forte dimension microélectronique. Un outil fondamental qui a été développé il y a maintenant assez longtemps, plus de 40 ans, c'est Eureka, qui est une initiative européenne des pays et qui a permis la création de clusters Eureka. Et la microélectronique a connu des clusters Eureka depuis la fin des années 70 et des années 80. Il y a eu Jessie, Medea, Medea+, Catren, aujourd'hui Pinta. Donc les programmes Eureka, c'est pour moi la pierre angulaire parce que ce sont des programmes industriels. Ce sont des programmes qui partent du bottom-up. Ce n'est pas des appels d'offres, c'est l'émanation des besoins réellement des industriels qui s'expriment auprès des financeurs publics à travers différents instruments. Alors je parle de la microélectronique et je parle en particulier des projets que je connais le mieux, mais Euripides est représenté ici aussi dans la salle. ITA, Celtic sont des projets éminemment importants d'Eureka qui aujourd'hui sont un peu en déshérence. Je me tourne vers mes collègues qui le savent bien, ils connaissent mon discours, puisqu'il y a une caméra, peut-être que M. Sapin ou M. Sirug verront également la retransmission de cette table ronde. On a besoin d'Eureka. C'est un outil essentiel de coopération au niveau européen entre les industriels. Sans Eureka, aujourd'hui, on est orphelin, effectivement, pour continuer les développements. La conclusion de cet après-midi, je pense qu'elle est relativement facile. On a vu une grande variété d'acteurs, des PME, des grands groupes, dans des secteurs très diversifiés de l'électronique, des applications et des systèmes. Et on a vu aussi, finalement, l'ensemble des thématiques, comment on apprend à se connaître, comment on apprend à faire confiance, comment on apprend à travailler ensemble. Alors, le petit exemple supplémentaire d'Axiel que je voulais donner, c'était que la coopétition, ça existe aussi au niveau d'une association syndicat professionnel. Il y a une thématique qui a été relevée par un certain nombre de nos acteurs de la connectique, il y en a quelques-uns dans la salle, qui est liée à une problématique REACH, qui introduit, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui introduit un composant qui est essentiel aujourd'hui pour faire la connectique. L'ensemble de ces sociétés ont demandé à Axiel de créer un environnement, un réceptacle finalement, pour qu'ils puissent travailler ensemble en tant que concurrents pour essayer de trouver un matériau de substitution à ce matériau qui devenait interdit par REACH. On est dans un monde qui est redoutable en termes de différenciation, voire même de dissymétrie extrêmement forte entre les zones géographiques. On peut être très vertueux en Europe, et c'est bien. Le traité de Rome nous a enseigné qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait de collaboration entre les États européens. Ce que le traité de Rome ne nous dit pas, c'est qu'il faudrait essayer de gommer les disparités qui existent entre l'Europe et les autres zones géographiques dans le monde. Or, quand on voit que dans nos industries, certains industriels sont incités depuis des années
à construire des usines de production pour nous couper les marchés avec une forte intervention publique. C'est le cas de la Chine, tout le monde en parle aujourd'hui, mais ça a été le cas de la Corée avec les Chaebol qui avaient des banques d'État au service des industriels. Ça a été le cas de certains États américains. Mais malheureusement, l'Europe ne joue pas son rôle pour être aussi le gendarme du monde, comme les États-Unis. 40 ans d'histoire de la microélectronique derrière moi, je me souviens des décisions qui avaient été prises de faire un embargo sur les puces DRAM japonaises. Le gouvernement américain avait changé complètement la donne. Le problème, c'est que l'Europe ne sait pas, je ne veux pas dire ne veut pas, je pense qu'elle le voudrait bien, mais elle ne sait pas, avec les outils dont elle dispose aujourd'hui, jouer à ce niveau-là. Donc on a un terrain de jeu qui est l'Europe. Isabelle Guillaume l'a dit tout à l'heure, qui en termes de consommateurs et d'acteurs est aussi puissant que les États-Unis, mais qui n'arrive pas à agréger finalement suffisamment ses compétences pour être un acteur économique au niveau mondial qui soit suffisamment pertinent. Je souhaite rendre hommage donc à la DGE pour nous avoir sollicité, voire même pour nous avoir demandé d'organiser cette journée, parce que je pense que c'était utile qu'on ait effectivement ce dialogue, qu'on ait la possibilité d'exprimer toute la palette des savoirs, des talents, des difficultés, puisqu'il y a aussi des difficultés, et il ne faut surtout pas se les cacher, il faut être transparent. Donc je pense que cet après-midi était utile à tout le monde. Encore une fois, un grand merci à la DGE pour nous avoir sollicité pour l'organiser. Merci à vous.